Cet épisode est présenté par Physiovélo, parce qu'en ultra, avoir la bonne posture cycliste fait toute la différence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. Je suis toujours à Montréal, Québec, Canada, et je suis avec Chloé. Salut Chloé. Allô Arnaud. Je suis super content de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on échange, mais là, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger autour de qui tu es, ton parcours, je suis ravi. Et la première question que je vais te poser, c'est Chloé, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices et auditeurs ? Absolument. Donc, mon nom, c'est Chloé. J'ai 28 ans. Je suis créatrice de contenu sur tous les réseaux sociaux, en cycliste et en randonnée, puis aussi tout ce qui rejoint le plein air, donc le camping, puis des randonnées sur plusieurs jours. Alors, effectivement, Chloé, c'est plus de 150 000 abonnés. C'est bien ça ? Oui. On peut te retrouver notamment sur Insta, donc c'est chloé.mtd, Oui. Comme Montréal, j'imagine. Oui. Voilà. Sinon, c'est Chloé Desormeaux. Et donc, effectivement, il y a de l'outdoor, du cyclisme, de l'aventure. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on rembobine à chaque fois l'histoire, comme je t'expliquais en préparant cet épisode rapidement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si on te suit sur les réseaux, on voit qu'il y a du vélo. D'ailleurs, tu seras présente sur le 300 km de Race Across Québec en août prochain. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité te rencontrer, c'est de nous expliquer comment une créatrice de contenu, très active sur les réseaux, suivie par des milliers de personnes. On parlera tout à l'heure du rôle de créatrice de contenu, parce qu'on voit les images, mais on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière pour justement produire ce contenu-là. Et donc, j'aimerais, avant qu'on parle de ces 300 km, il y a beaucoup d'outdoor, beaucoup d'aventures, on te voit faire de la rando. J'aimerais savoir si, petite, tu étais déjà une sportive, déjà une cycliste. Il y a le mannequinat dans ta vie aussi, on va en parler, donc moi, ça m'interpelle. Une mannequin qui fait de l'ultra-distance, tu vois, je me dis, mais c'est quoi le switch ? Pourquoi ? Tu vois, tu vas m'expliquer. Donc, petite, est-ce que tu es née à Montréal ou est-ce que tu es née ailleurs ? Bref, raconte-moi ta vie, Chloé. Donc, j'ai grandi à Mont-Saint-Hilaire. C'est pas très loin de Montréal. Là. C'est très, très beau. Là. C'est une petite ville. Puis, je faisais pas beaucoup de sport. Là. En fait, j'avais aucun intérêt au secondaire. Je faisais un peu de... Tu sais, je faisais de la planche à roulettes pour aller voir mes amis, puis c'est Tu appelles la planche à roulettes, chez nous, c'est le skateboard, c'est ça? Ah ben là, je pensais que je voulais être sur... Tu sais, c'était comme du longboard, du skate, tout ça. Donc, voilà. Puis ça s'arrêtait relativement là. J'avais aucun intérêt. Là. C'était vraiment juste pour me déplacer. OK, mais il n'y avait pas de pratique sportive, pas de gym, pas du hockey, j'en sais rien, de la course à pied, de l'athlétisme, du marathon, rien de tout ça. Pas du tout. C'est venu un peu plus tard. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai voulu commencer le gym parce que je venais de me faire recruter par une agence de mannequins. Alors, comment ça s'est passé, ça ? Parce qu'effectivement, il y a le mannequin dans ta vie. Ensuite, il va y avoir le vélo, les sports d'endurance, l'outdoor. Mais comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'on te remarque, on vient te chercher, on te propose ce job-là ? Oui, directement. J'étais là pour accompagner un ami à l'époque. Et puis, l'agence a directement sauté sur moi. Puis, ils ont voulu me signer direct. Donc, moi, j'ai accepté. C'est cool, à 15 ans. C'était comme, je vais devenir mannequin, ça va être malade. Donc, j'ai accepté tout de suite. Je travaillais dans un McDonald's. Puis, j'étais très contente. Là, moi, je m'en foutais en plus de l'argent. J'étais juste là. Je suis allée dire à tout le monde. Je suis rendue mannequin. Puis, je trouvais ça le fun. Et comment s'est passée la suite de l'histoire ? Parce qu'effectivement, avant de d'ouvrir les micros, je t'ai posé la question, est-ce que ce métier t'a, comme on l'imagine, tu sais, les mannequins, on voyage autour du monde. Alors, toi, est-ce que tu as fait le tour du monde ou où t'as amené ce métier-là ? Non, j'ai pas fait le tour du monde. Ça n'a pas été très grand avec ma première agence, je dirais, à Montréal. Je suis restée très locale. Je faisais des contrats à gauche, à droite pour des marques québécoises surtout, mais c'était gros pour moi. Là. J'étais sur ces grosses affiches-là, puis j'étais très contente. Puis, c'est ça. À un moment donné, je m'étais dit, bon, j'aimerais ça prendre un peu plus au sérieux. Là, j'ai fait un changement d'agence qui commençait à vouloir me faire recruter par des agences en Chine, des agences comme un peu partout. Puis je me suis rendu compte que ça me faisait très peur là, à cet âge-là. Donc, souvent, c'était je refusais. C'était très compliqué. Tu refusais des propositions? Oui, j'ai refusé des propositions. T'sais, ils t'envoient un peu en Chine, vivre avec 12 autres modèles. Puis, c'est pas très glamour, là, en fait. Ouais, c'est l'envers du décor, en fait. Ouais, c'est ça que tu veux dire. exactement. Ouais. Puis, surtout,
les pays d'Asie, tu sais, eux, ils aiment ça, venir chercher des personnes mannequins, blanches, puis ils les amènent là-bas, puis c'est comme des gros appartements où est-ce que tu vis là avec des salaires de crève-faim, puis tu vas faire des castings toute la journée en espérant que quelqu'un te recrute. Puis moi, ça me terrorisait là, à 17 ans d'aller faire ça. Et que disait ton entourage, tes parents, tes frères et sœurs, si tu en as? Mon père est un petit peu peureux, puis il voulait pas que j'y aille. Donc, tu sais, il était comme, c'est ton choix, mais je voyais que ça lui faisait peur. Puis, j'avais pas tant d'entourage non plus à cet âge-là. C'était très relié au mannequinat. Puis, Ouais. Alors, à quel moment, parce que tu me l'as dit en préparant cet épisode, c'était l'outdoor avant le vélo. Donc, à quel moment l'outdoor arrive dans ta vie? Ah ben là, Parce que c'est longtemps après. Oui. Alors, il s'est passé quoi entre l'outdoor et l'époque à laquelle tu parles? Tu avais 17 ans. Il se passe quoi entre? C'est quoi tes activités? Là, c'est ça. J'ai changé d'agence. Là, cette agence-là, elle voulait m'envoyer un peu partout. J'ai fini par aller à LA. J'avais signé avec une agence là-bas. Puis ça n'a pas du tout fonctionné. Je me sentais pas à ma place. La relation aussi que j'avais avec la nourriture et le sport était vraiment pas très santé non plus. Donc, je courais là, comme une folle à tous les jours. Donc, c'est la course qui est venue à ce moment-là, mais pas avec des intentions de j'aime courir, mais plus avec des intentions... Je contrôle mon poids. Oui, donc je mange rien, je cours tout le temps, ça n'a comme pas de bon sens. Je dors, je cours, puis je mange pas. Donc, c'est pas, c'est pas un mode de vie qu'on peut garder très longtemps. Donc, c'est intéressant d'avoir ton regard sur ça, en tout cas. Oui, j'avais 21 ans à cette époque-là, puis je me suis réveillée, puis je me suis dit, moi, je retourne à Montréal, puis je recommence, tu sais. Puis j'avais pas de travail, j'avais tout abandonné mes études pour être mannequin. Quand tu dis je recommence, Chloé, ça veut dire j'arrête le mannequinat et je trouve une autre direction dans ma vie. Oui. Puis là, moi, j'avais fait du mannequinat de 15 ans à 21 ans. Donc, j'avais abandonné mes études pour ça. Ouais. Puis je me suis dit, je vais aller travailler dans un restaurant. Puis là, j'avais menti sur mon CV. J'avais dit que j'avais déjà été serveuse à plein d'endroits. Puis j'étais allée porter mon CV dans un restaurant dans le Vieux-Montréal parce que j'adorais Montréal, puis je voulais revenir à Montréal. T'sais. Puis là, j'ai été pris dans le premier restaurant parce qu'ils pensaient donc que mon CV était incroyable. Mais je savais pas du tout. Ils mettaient devant Maître D. Je comprenais rien. Ça faisait comme aucun sens. Puis c'est ça, c'était un restaurant mexicain super achalandé dans le Vieux-Port. Comme ni queue ni tête. Toutes les autres serveuses étaient comme, t'as tout le temps des problèmes. Là, ça... Puis j'étais comme, ben oui, je comprends rien. Donc on a découvert ou pas? Il n'y a jamais personne qui l'a découvert. Puis je pense que je l'ai jamais dit. Donc, tu as préféré que les personnes te disent elle a toujours des problèmes plutôt que de dire bon, en fait, je vais vous expliquer. Ouais, moi, j'étais comme. Ne jamais avouer. Non, jamais. Puis j'ai travaillé pour ce propriétaire-là pendant des années, puis il l'a jamais su. Puis je suis devenue bonne avec le temps. S'il nous écoute. On le salue. Donc, c'est intéressant, en tout cas, ton parcours, parce que tu aurais pu te dire, je suis à LA, beaucoup se seraient dit, mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas, en fait? Mais toi, tu t'es dit, non, moi, je rentre chez moi, me reconstruire, retrouver une autre direction, tu rentres à Montréal. Comme tu l'as dit, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'idée de reprendre tes études ou ça n'a jamais été dans ton scope de décision? Oui, j'ai repris des études dans plein de choses. Je suis retournée à l'université pour aller étudier l'histoire à l'UQAM. J'étais comme, je vais devenir prof d'histoire. Encore une histoire qui faisait comme aucun sens. Là, comme je flattais beaucoup cette idée-là, mais en fait, ça correspondrait pas du tout avec mon lifestyle. Je suis allée faire tous mes cours pour devenir esthéticienne médicale, donc pour faire des procédures un petit peu plus invasives. J'ai parti ma business là-dedans. Puis tout ça pour me dire, non, moi, j'adore le pilates. Puis je suis devenue instructeur de pilates. Et ça, combien de temps? Ici, à Montréal, tu veux dire? Tout ça, c'était à Montréal pendant mes 21 ans jusqu'à mes 27 ans. Mais pendant ce temps-là, donc c'est un beau chapitre quand même. Oui, mais j'ai toujours gardé la restauration dans ma vie. Donc, je travaillais des 2-3 soirs Tu avais 2 jobs, en fait? Oui, tout le temps. Puis, c'est ça. Je travaillais 2-3 soirs semaine dans les restaurants, puis je construisais ma business, mais là, je savais pas si j'aimais ça. Puis là, j'essayais toujours de me réinventer. Puis ça a pris beaucoup de temps avant que, c'est ça, la création de contenu, ça vienne me rejoindre.
Et à quel moment, justement, parce que tu expliquais tout à l'heure que quand tu étais à LA notamment, tu courais beaucoup pour justement faire du sport, ne pas manger. Mhm. Est-ce que quand tu es revenu à Montréal, le fait de courir toujours, non pas pour les bonnes raisons, mais ça avait quand même créé des endorphines, est-ce que tu as continué ton activité sportive ou est-ce que tu t'es plongé dans le côté professionnel et tu as mis entre parenthèses l'aspect sportif? Pas du tout. J'ai été 5 ans à avoir des gros problèmes d'alcool et de fêtes et de... ouais. Donc, ça l'a complètement dérapé. Ce que tu me dis me fait penser à tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, en fait. Ouais. Tu l'as compensé à ce moment-là. Ben oui, je me suis mis les cheveux blonds platine, je me suis fait plein de tatous, tout ce que j'avais pas le droit de faire. En fait, j'ai commencé à le faire. Là, j'étais comme une enfant là, qu'on protégeait. Ça me fait penser exactement à ça. Ouais, donc ça l'a vraiment fait des choses horribles là, pour moi. On dirait que je voulais vivre ma vie. J'aimais ça être avec des gens plus normaux aussi qui sortaient dans les bars après le travail. Puis, ouais. Et à quel moment, alors, à quel moment le sport revient dans ta vie? Parce que tout ce que tu expliques, on peut le comprendre. C'est-à-dire que ce que tu as construit, tu reviens, tu as 2 jobs, tu as 2-3 soirs en restauration et puis tu veux lancer ton business de pilates. Nous, on dit pilates, on dit pas pilates, Okay. mais j'ai compris, de pilates. Et c'est vachement intelligent de dire, ben, ça me plaît, mais est-ce que je le ferai tout le temps? Je sais pas. Donc, j'ai quand même la restauration au cas où je développe mon business. Donc, tout ça, c'est bien construit. Mais tu nous expliques qu'il y a aussi la face un petit peu l'ombre dans tout ça, le mauvais côté qui est les sorties, l'alcool. Donc, à quel moment il y a le sport ou l'outdoor, ou en tout cas, à quel moment ça revient dans ta vie? Quand j'ai eu environ 25 ans, je me suis réveillée puis je me suis dit, bon, je suis tannée de tout ça. Vraiment, là, comme du jour au lendemain. Alors, est-ce que tu peux me la refaire, s'il te plaît? Parce que je blague en disant ça. Hein. Je vois ceux qui rigolent, mais sans l'accent ou que je puisse comprendre le sens de ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis tannée. Je suis fatiguée. Là. Voilà, ma vie me fatigue. Et donc, là. on dit « je suis tannée », c'est ça? Ouais, je suis tannée. Je suis tannée. Je retiens, je rentre en France avec ça, les amis. Je suis tannée. Donc, j'étais vraiment fatiguée. Là. Ma vie, là, boire, retourner au travail, tout le temps être comme dans des choses que j'aime pas. Là. Je détestais vraiment tout. C'était quoi le déclic, Chloé? Un ami? Non. Les parents? Ou juste toi, en fait? Ça faisait longtemps que je traînais ça. Puis, tu sais, à tous les jours, là, tu te réveilles et tu te dis « Ah non, je vais mettre de l'ordre là-dedans demain. Ah, ce soir, je bois pas. Puis tiens, je rencontre un ami, c'est une bonne excuse pour boire. » Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, toutes mes amies, avec le temps, je les avais faites majoritairement autour de la restauration. Puis, on va boire, on va faire ci ensemble. Donc... Est-ce que c'était l'alcool mondain, comme on dit chez nous? C'est-à-dire, tu buvais... parce que c'était entre amis, les fêtes le soir, ou est-ce qu'il y avait la tendance alcoolique? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, non, mais en fait, je suis alcoolique? Ben, pour moi, ça l'a comme pas... oui et non, parce que je buvais à tous les jours, puis vraiment, j'avais cette envie-là. Mais pourtant, tu me regardes aujourd'hui, puis je suis capable d'avoir un verre, puis j'ai aucun problème avec ça. Là. Donc, ça l'a après, comme... c'est des périodes de vie qui... Voilà. C'est ça. Je pense que c'était juste une mauvaise période, puis je m'en servais aussi pour me faire sentir mieux, parce que c'était un peu tout ce que j'avais, là. Quand t'aimes pas ton travail, t'aimes pas vraiment dans quoi t'étudies, t'aimes pas ton cercle d'amis, t'aimes pas... t'as plus vraiment de passion, tu sais, tout est parti. Ce qui te reste, en fait, c'est boire, puis essayer d'avoir un peu de fun. Et donc, tu prends... C'est comme une prise de conscience à un moment donné, en fait. Tu te dis, bon, là, ça me convient plus. Et est-ce que ça a été... Cette prise de conscience, est-ce qu'elle a été directe, c'est-à-dire instantanée, au moment où tu as pris conscience, tu as tout de suite changé les choses, ou est-ce que ça s'est fait dans la durée pour retrouver cet équilibre? Ben, ça faisait longtemps que je voulais changer mes habitudes, mais que j'avais fait aucun mouvement là, pour les changer. Mais ça faisait longtemps que c'était dans ma tête. Que la petite graine était plantée, ouais. À chaque matin, je me réveillais en me disant, aujourd'hui, là, je bois pas, aujourd'hui, blablabla, puis finalement, je bois, puis on retombe dans la même roue. Puis c'est vraiment un matin, je me suis réveillée, puis je me suis dit, non, aujourd'hui, je le sentais vraiment que c'était la bonne journée. Puis j'ai été 1 an et demi sans boire une goutte d'alcool après ça. C'est vraiment là, du jour au lendemain. Puis c'est là que j'ai commencé à marcher comme une espèce de folle. Là. Je marchais comme 5-6 heures avant d'aller sur mes chiffres de travail de serveuse pour comme marcher toute la soirée. Puis je marchais à travers toute la ville. Là, vraiment, là, Montréal,
Je Tu la connais connais par cœur. par cœur. Là. Je me réveillais comme à 6 heures le matin pour aller C'est marcher vrai? Ah partout ouais? dans Montréal. Et tu partais en ayant un parcours prédéfini ou juste tu avais besoin de marcher? J'avais juste besoin de marcher, puis souvent même j'écoutais rien. Ça faisait comme aucun sens. Là. C'était pas du tout cohérent. Non, là. Je mais pense je peux comprendre ce fait de comme un reset dans ta vie, en fait. Voilà, c'était le moment où tu réinitialises, Oui. tu te réinitialises quelque part. Ben, j'étais comme, j'ai besoin de penser. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Là? On haït notre job, on haït tout. Il va falloir réfléchir à ça. Là. Puis j'y ai réfléchi là, parce que c'était juste ça que j'avais à faire là, pendant mes marches. Puis au début, je marchais n'importe où. J'avais envie d'aller marcher là, voir ça. Donc, je marchais jusqu'à là-bas. Puis c'est une habitude qui me reste encore au jour d'aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, si c'est en bas d'une heure de marche, je le fais à pied. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, tes déplacements, je peux comprendre. Ouais. En ville, c'est à pied. Je prends pas le métro, je prends pas mon auto, je prends pas de Uber, je marche tout. Ouais, je peux comprendre. Puis à la fin, j'avais plus mes petits trajets, tu sais, que je savais que ça allait me prendre 2 heures, puis j'allais faire ça, puis je revenais, puis je rentrais au travail, puis voilà. Donc ça, la marche est aussi un super moyen de se maintenir en forme parce que quand tu marches 15 minutes, mais quand tu marches 5-6 heures, ça fait un nombre de pas assez important et donc forcément, ça se ressent sur la condition physique, le mental. Et à quel moment, je pose beaucoup de questions, tu m'excuseras. Non, Chloé, j'adore. à quel moment tu sors, tu sors de la ville, c'est-à-dire à quel moment tu vas faire de la rando, parce que quand on te suit sur les réseaux, tu as commencé à créer du contenu par l'outdoor, par justement, je ne veux pas dire le trail, mais la marche en tout cas dans les forêts. À quel moment ça switch comme ça? C'est un ami, c'est une marque, c'est toi, c'est... J'avais une amie qui faisait de la randonnée, tu sais, comme des petites montagnes, mais elle aimait bien ça. Puis c'était une de mes amies qui faisait pas vraiment partie de mon cercle d'amis d'alcool, justement. Ça faisait très longtemps qu'on était amis. Puis là, c'est bizarre d'entendre ça, le cercle d'amis d'alcool. Ben, c'est vraiment ça. C'est comme des gens avec qui tu bois, mais tu sais, il t'arrive une merde le lendemain, c'est pas eux que t'appelles, là, tu sais, ils vont rien faire, là. Ils vont même pas cligner des yeux. Puis là, c'est ça. J'ai écrit à cette fille-là, puis j'ai dit, bon, tu sais, t'aimes aller dans les montagnes, est-ce que je peux venir avec toi? Puis elle était comme, ben oui, bien sûr. Fait que là, on s'en va monter une petite montagne ensemble. Puis c'est une montagne conne là, de comme 500 mètres. Là. Puis moi, j'étais comme, waouh, c'est trop fou. J'adore la randonnée. Tu sais, j'aimais tellement marcher que ça l'a tout de suite que connecté avec moi. Tu as découvert le lien qu'il pouvait y avoir avec la nature à ce moment-là, en fait. Mais là, moi, on se rappelle que j'ai mes amis d'alcool, mais j'ai pas d'amis de randonnée, tu sais. Puis là, je me dis, c'est pas grave, je pars à l'aventure toute seule. Mais j'étais complètement terrorisée. Puis j'allais dans des petites montagnes comme Offord, Sutton, qui sont des très petites montagnes, là, à peu près moins de 2 heures de route de Montréal. Donc, tu es apeuré pour aller en Chine avec d'autres personnes et tu n'as pas peur d'aller seule dans la montagne? Oui. Puis, c'est en plus, c'est que maintenant, j'ai monté dans les Adirondacks Whiteface comme une femme solo en plein hiver, là, en pleine tempête de neige, puis ça me fait pas peur. Ouais, ça te fait pas peur. Ouais. C'est fou, tu sais, comment j'ai construit mes habitudes. Là, ça fait 3 ans que je fais de la randonnée de façon assidue. Puis là, justement, tu sais, j'ai certains amis de randonnée là, que je me suis construit avec le temps, mais majoritairement, c'est tout le temps seul, puis j'adore ça. Et qu'est-ce que ça te permet? Est-ce que tu retrouves dans la randonnée que tu fais en solo l'introspection que tu pouvais avoir pendant tes 5-6 heures de marche dans Montréal? Parce qu'en fait, faire du sport... Surtout quand tu marches aussi longtemps, à un moment donné, tu as le cerveau qui se déconnecte, quoi. Oui. Et que tu pars dans tes pensées, tu te perds un peu dans tes pensées. Est-ce que tu y trouves un lien à ce moment? Est-ce que tu retrouves ces émotions-là? Je pense que oui, mais maintenant, elles sont beaucoup plus... Ordonnées, peut-être? Oui, c'est très ordonné, c'est très calme. Quand je fais mes marches en ville, maintenant, je suis pas capable de rejoindre le calme que j'ai en montagne. Donc déjà, j'écoute pas de musique, j'écoute rien. Je suis complètement seule avec... mes pensées pour souvent 10 heures. Puis je suis dans une montagne. Puis, tu sais, maintenant, je vlog, là, donc ça l'aide un peu à pas virer fou. Mais en fait, je sais plus, là, je parle tout seul, là, donc je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Là. Mais, tu bivouaques quand tu pars comme ça ou c'est vraiment juste sur une journée? Pardon? Où est-ce que tu bivouaques? Est-ce que tu dors sur place? Tu pars avec ta tente ou pas? Oui, des fois, je pars en camping un petit peu plus, moins Excuse-moi, l'hiver. on dit pas bivouac, on dit camping ici. Oui, c'est pour ça que je sais comme qu'est-ce je vais que ça veut dire. avec des expressions de dingue. Oui, j'ai comme une grosse tente là, sur mon Jeep, puis j'adore le camping. Mais des fois, comme l'hiver, je vais me prendre un petit chalet aussi. Ou des fois, je fais juste des allers-retours aux États-Unis, dans les Adirondacks ou les Green Mountains, puis je reviens le jour même. Toujours solo?
Majoritairement. Principalement. Ouais. L'été, j'ai quelques amis, mais l'hiver, ils sont un petit peu plus durs à trouver. Là. Ils sont moins courageux. Ouais, un peu. Mais c'est vrai que je suis moi ton contenu et c'est quand même de la qualité. Ce que tu produis, ça a du sens. Et justement, à quel moment la création de contenu arrive ? Parce que dans tout ce que tu dis, effectivement, c'est j'ai besoin de cette solitude pour me retrouver, mais aussi savoir si je vais dans la bonne direction. Et à quel moment la création de contenu arrive ? Est-ce que, d'ailleurs, déjà, j'ai une question sur ça, excuse-moi, et puis après, je te laisse répondre, Zoé, mais est-ce que tu te considères comme une créatrice de contenu ? Parce que c'est un sujet en France, hein, c'est pour ça que je te pose la question. Ou ce que l'on appelle une influenceuse ? Moi, je m'en fous complètement. Je sais que influenceur... C'est une excellente réponse. Mais influenceur, ça a une très mauvaise connotation parce que ça a été... ça l'a. Mais au Québec aussi, je pense que les gens voient ça mal, mais en fait, je pense que les deux, ils veulent dire la même chose. Ouais, mais je te rejoins où maintenant les marques avec lesquelles nous on discute, dès que tu parles d'influence, c'est très mal vu en fait. C'est-à-dire qu'on part du principe que la personne qui fait de l'influence ne veut pas, veut influencer les gens, ça porte bien son nom. Alors que créateur de contenu, là aussi ça porte bien son nom, parce que quand tu vois tout le taf qu'il y a derrière pour sortir du contenu, on va en parler après, mais tu comprends parfaitement. Donc voilà, je voulais juste te positionner sur ça et je te laisse continuer. Oui, ben moi, on dirait que je pense que les influenceurs, c'est comme quelqu'un qui parle tout le temps juste à la caméra, tu sais, un peu tout et de rien, puis tu sais, il fait des publicités, puis il parle directement à la caméra. Puis on dirait que créateur de contenu, j'associe plus ça à quelqu'un qui va faire, tu sais, du gros montage, puis mettre les visuels comme vraiment beaux. Donc, moi, ça me dérange pas, là, mais je pense qu'il y a une petite différence, mais ça revient un peu au même. Est-ce que alors, je fais la transition avec l'influence, la créatrice de contenu, mais est-ce qu'il y a des marques qui te demandent de pousser du contenu ? Des marques, oui. Jusqu'à des marques qui veulent positionner un produit et donc qui te demandent de créer un contenu spécifiquement à ça. Et est-ce que ce sont des marques qui t'accompagnent sur de la longue durée ou en tout cas de manière régulière et fidèle, ou c'est vraiment du one-shot ? Comment est-ce que tu travailles sur ça ? Moi, j'aime mieux quand c'est des marques qui veulent rester avec moi parce que c'est souvent des... tu sais, j'accepte pas tout et rien, là, donc... je travaille pas avec beaucoup de marques, puis c'est des marques avec qui je me vois sur le long terme, puis que c'est des produits que j'aime sincèrement. Donc, tu peux les citer, hein, si tu veux, il n'y a aucun problème. Depuis le début, je travaille avec Zwift et Insta360, donc c'est pas mal les deux avec qui j'ai travaillé. Oui, c'est des belles marques, effectivement. Oui, c'est des très, très belles marques, je suis très contente. Ouais. Et Zwift, alors d'ailleurs, est-ce que tu es content du vélo ? Oui, vraiment contente. Tu sais que j'ai testé ce matin pour la première fois. Ah ouais ? Puisque je suis arrivé hier à Montréal. J'ai pris un beau décalage horaire dans la tronche cette nuit avec un réveil à 3h30 du matin ici. Et j'ai été faire une séance chez les cycles Régis qui se sont équipés de 5 bikes Zwift. Et franchement, c'est top, quoi. C'est confortable, c'est vraiment agréable à rouler. Je te parle de ça parce que je sais que tu roules sur des vélos Zwift. Donc, c'est une belle marque, Insta360, c'est aussi une très belle marque. Et donc, j'enchaînais sur la question que je te posais tout à l'heure, c'est à quel moment la création de contenu est arrivée et comment tu as ce regard sur le fait de raconter en fait ce que tu vis. Est-ce que pour toi, c'est juste un partage ? Est-ce que c'est te mettre en avant ? Comment est-ce que tu vis ça ? Ou est-ce que c'est vraiment que pour créer du contenu? Moi, j'avais un peu rien demandé là, quand je suis devenue créatrice de contenu. C'était pas dans mes buts du tout. C'est comme un peu tombé du ciel. Déjà, c'est important de savoir que quand j'ai commencé à créer du contenu, ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais intégré le vélo aussi, là, comme à ma vie, là, environ, là, peut-être 1 an. Puis c'est pour ça que j'avais commencé à écrire sur Thread. Puis... Thread, c'est une plateforme que tout le monde s'en fout complètement. C'est en fait un peu le Twitter d'Instagram. Donc, ils essayaient vraiment de pousser l'application. Oui, de pousser du moi, contenu. Je parlais de vélo parce que je comprenais rien. Puis j'étais juste là, j'ai fait du vélo aujourd'hui. Puis là, je commence à avoir des milliers de likes. Ça fait comme aucun sens. Puis les gens, ils viennent me voir sur Instagram, ils sont comme... Pourquoi tu parles pas de vélo? Les gens, ils comprennent comme pas. Mon Instagram, c'est très... juste ma petite vie, photos de famille, photos lifestyle, photos de mes soupers au restaurant, puis des affaires un peu quelconques, tu sais. Donc là, je suis comme, OK, mais si les gens veulent voir du vélo, je vais poster du vélo. J'avais une espèce de vieux compte Instagram
mort là, que j'avais depuis mes années de mannequin, là, que je postais rien. Il y avait personne qui likait mes affaires. Là, ça faisait comme aucun sens. Puis là, j'ai posté une vidéo, puis c'était des vidéos un peu aléatoires. Là. Je volais un peu les contenus des gens que je voyais, que c'était comme... ça, c'est ma vie, vélo, puis je mettais des clips de vélo. C'est super plate, là, maintenant. Ils sont tous encore là, si les gens veulent aller les voir. Là, allez scroller, allez voir les photos de Chloé il y a quelques années. C'était à peu près il y a 1 an et demi. Puis, ma 3e vidéo que j'ai publiée, je fais juste dire que j'ai fait 65 km sur Zwift. C'est comme grosse histoire, là. Puis la vidéo, elle a eu 2 millions de views. 2 millions 2 millions de views. C'était le 3e reel que je postais sur Instagram. Puis ça m'a fait monter à comme 25 000 abonnés du jour au lendemain. Puis là, j'étais comme, mais c'est sérieux, là? Là, j'ai 25 000 abonnés, j'ai une communauté complète, là. Non, il y a 150 000 là, maintenant, 1 an plus tard, c'est un autre niveau. Mais non, mais j'ai appelé tout le monde. Là. 2 millions. 2 millions de vues. Ma 3e vidéo. Puis c'est la vidéo la plus stupide, là. Il n'y a rien qui se passe, là. Franchement, j'adore ton honnêteté, ta franchise. Mais vraiment, on ira la voir, là. Puis, puis elle est encore épinglée, là. Je suis encore fière de cette vidéo-là. Elle a eu 2 millions de views. Il n'y a rien qui se passe, là. Je suis toute fière, là, sur mon setup. J'ai mon trek sur... tu sais, il n'y a rien qui va. Puis je suis vraiment fière de mon 65 kilos. J'en avais parlé à tout le monde au travail. Puis c'était ma plus longue distance à ce moment-là. Et dire que Chloé, dans quelques semaines, dans quelques mois, sera au départ du 300. Retenez ça. Sa plus grande distance, c'était 65 km il y a 1 an. Avant de reprendre l'épisode, quelques mots sur notre nouveau partenaire Physio Vélo. Si vous êtes cycliste d'endurance, vous savez à quel point la position sur le vélo impacte directement votre confort, votre puissance et votre capacité à tenir une sortie. Physio Vélo, c'est la référence dans l'étude posturale et la prise en charge des blessures cyclistes. Depuis 2021, l'équipe de Physio Vélo forme des kinés et des physios partout en Europe francophone. Vous pouvez trouver un professionnel certifié Physio Vélo près de chez vous, directement sur la carte de référencement sur le site web. Et si vous voulez approfondir vous-même vos connaissances et vous spécialiser dans l'étude posturale, il propose également des formations e-learning accessibles partout dans le monde. Avec le code RAS15, RAS15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur l'ensemble de leur catalogue de cours, en ligne bien évidemment. Le lien est en description de cet épisode. Physio Vélo, parce qu'en ultra, avoir la bonne posture cycliste fait toute la différence. Ça vous donne des idées. Alors, comment on passe Parce que je rebobine un petit peu de ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, tu as créé du contenu et le vélo était déjà arrivé dans ta vie avant. Donc, oui. Comment et à quel moment le vélo arrive dans ta vie? Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a le mannequinat, il y a Retour à Montréal. Tu essaies de trouver un sens ou une direction. Donc là, tu as plusieurs jobs pour... te vider la tête, tu marches beaucoup dans Montréal. Et puis après, avec une amie qui fait partie de ta petite bande de copines alcooliques, tu vas marcher en extérieur. Elle n'était pas dans les amis alcooliques. C'était une des seules. Si tu nous regardes et tu sais que je parle de toi, je tiens à m'excuser. Donc en tout cas, il y a de la fête, il y a de l'alcool, tu l'as dit. Et à un moment donné, tu ne savais plus pourquoi tu buvais. En tout cas, tu prends la décision. L'outdoor arrive, tu vas marcher en extérieur, tu vas marcher dans les beaux paysages qui entourent Montréal. Et puis, à quel moment le vélo arrive? Comment? C'était à peu près 6 mois plus tard que là, j'avais commencé à monter des montagnes. Là. Puis là, c'était ma personnalité. Non, je ne te crois pas. Monter des montagnes ici, c'est pas possible. Vous n'avez pas de montagne ici. Ne me dis pas que tu montes des montagnes, Chloé. Donc là... Je rigole. Ici, les montagnes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas les Alpes, les Pyrénées, le Massif central comme chez nous en France, mais c'est l'équivalent, je dirais, des bergs en Belgique chez vous, ici, là, tu vois. C'est-à-dire que c'est très court, mais il y a des pourcentages très, très forts. Donc, effectivement, ça peut ressembler à des ascensions. Donc, je comprends ce que tu dis. C'était pour la blague, hein, mais oui, ce sont des ascensions ici qui sont très, très raides, un peu plus longues que les bergs en Belgique, mais qui sont très, très raides avec un pourcentage très fort. Oui. Puis... Là, j'avais un espèce de vieux vélo, un Gary Fisher que ma mère elle avait il y a 30 ans de ça. Puis j'avais ce vélo-là, puis c'était celui-là que j'utilisais même j'étais une ado, puis j'avais des petits déplacements par rapport à faire. Donc là, j'ai regardé ce vélo-là, puis je me suis dit,
on commence à faire du vélo. Puis, tu sais, c'était n'importe quoi. Là. Je me rappelle, j'étais allée au Décathlon, puis je m'étais acheté une paire de bibs, là, puis là, je savais qu'est-ce que je faisais. Là. Puis j'allais sur la piste près du canal, puis tout le monde me dépassait. Là. Puis je me donnais à 100%, puis j'étais comme, ben là, je comprends pas. Là. Tu sais, je me semble que je suis bonne, là, je suis en forme, là, je monte des montagnes. Puis on dirait que ça me frustrait. Tu sais, j'étais comme, non, moi, je veux faire... Il y avait l'esprit de compétition qui était oui, un peu compétitif. Ouais. J'avais décidé que j'allais faire du vélo, puis là, les gens sont tous meilleurs que moi. Donc, ça m'a comme un peu frustrée, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis là, c'est ça, j'allais partout avec ce vélo-là. Ça menait nulle part. Mais est-ce qu'on était sur ce qu'on appelle chez nous en France du vélo taf ou du commuter? Est-ce que tu étais vraiment dans du vélo, mais en mode de déplacement, d'un point A vers un point B, ou juste pareil dans cette notion de loisir? Non, c'était juste du loisir, puis ça me faisait super peur. Donc, j'allais sur la piste cyclable, puis la piste cyclable, tu sais, il y a plusieurs boucles là, que tu peux aller faire. Mais moi, je m'arrêtais à 10 km parce qu'après ça, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait. Donc, je revenais à 10 km. Donc, tu allais au bout de la piste cyclable, c'est ça? Et tu revenais? Non, même pas au bout? j'allais même pas au bout. Je faisais comme un 10 km, là, puis j'étais comme, OK, c'est assez, là, puis j'essayais de devenir bonne dans ce 10 km-là. Puis là, c'était pendant l'hiver. Là, je me suis dit, il faut que je me lance dans le vélo. Ça m'appelle. Je sais que je vais aimer ça. Puis, je suis allée... C'est bien cette expression aussi. Ça m'appelle. Ça m'appelle? Non, mais c'est hein? OK. Puis là, c'est ça. Je suis allée m'acheter le vélo que j'ai présentement. Donc, j'ai le même vélo. Donc, c'est mon premier vélo de route, puis je l'ai encore. Avec que tu as financé? Oui. Non, mais c'est important de le dire. Voilà, parce qu'on pourrait dire, elle a 150 000 abonnés. Non, tu t'es financé ton propre vélo. Je l'ai tout acheté. Puis j'en suis encore fière. Je pense que c'est un vélo que je vais rouler longtemps. T'es bien dessus. Oui, je suis super bien dessus. Là. Il y a quelques petites choses que je pourrais améliorer, là, mais je l'aime beaucoup. Et donc, la création de contenu arrive à ce moment-là, parce qu'on te dit, mais pourquoi tu partages pas ce que tu vis sur le vélo à travers tes communications, pardon, je vais y arriver. Et puis là, il y a ce buzz avec 2 millions de vues sur ta troisième vidéo. Et à quel moment tu te dis, bon, bah là, voilà, je structure. Est-ce que c'est ton métier aujourd'hui, créatrice de contenu? Voilà. C'est mon métier. Donc ça, je voulais aussi préciser ça. Donc à quel moment tu te dis, bon, là, il y a un truc. Maintenant, je vais structurer, je me focus et je m'oriente sur ça. C'est récent. Oui, c'était à peu près il y a 8 mois que j'ai laissé mon emploi comme serveuse. J'ai tout abandonné, qu'est-ce que je faisais, puis je me suis dit, je me lance dans la création de contenu à 100%, ça me tente, j'adore ça, j'adore faire du montage, j'adore créer des idées, j'adore vivre de mes passions aussi. Donc, c'était il y a environ 8 mois, puis à ce moment-là... Quel a été le... Excuse-moi, je te coupe, Chloé, mais quel a été le regard et le retour des personnes qui t'entouraient, tes collègues de travail? Je pense que mes collègues de travail, ils se foutaient un peu de ma gueule. Je pense que ça faisait un peu rire les gens. Là. Même des fois, j'avais des petites remarques. Les gens, ils se moquaient de moi parce que mon contenu, comme je te parlais, ça impressionnait pas personne là, avec ma vidéo de vélo puis des montages de vélo. C'était un peu n'importe quoi. Puis oui, les gens, ils riaient un peu de moi. T'sais. Et ça t'a jamais freiné? Non. Non, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Non, mais je respecte parfaitement, mais c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de filmer à chaque fois, de toujours avoir cette... Est-ce que tu as la pression aujourd'hui de produire du contenu ou est-ce que tu produis ce que tu as envie? Tu vois ce que je veux dire? Et de ne pas tomber dans le piège de je produis du contenu pour produire du contenu. Est-ce que toi, tu ne ressens pas cette pression-là? Oui et non. Moi, je pose à tous les jours. Peu importe ce qui arrive, je pose à tous les jours, puis même des fois, je pose 2 fois par jour. Mais c'est vraiment facile pour moi de créer du contenu. Mais ça veut dire que tu dois avoir une réserve. C'est du live, quasi live, ou est-ce que tu postes des choses qui ont 1 mois, 2 mois? Non, j'essaie toujours de poster qu'est-ce qui s'est passé récemment. Pour regarder, tu essaies de rester collé à l'actualité. Oui, mais si je voulais, je pourrais prendre 3 semaines off sans créer du contenu. Parce que tu as de la réserve. Puis je poste 1 à 2 fois par jour sur toutes les plateformes. Donc ça veut dire que tu as constamment avec toi de quoi capter? Oui, probablement. J'ai toujours une banque de vidéos, puis il y a des moments où est-ce que je suis comme « Ah merde, j'ai oublié de créer du contenu », puis là, j'ai au moins 2 vidéos en réserve. Quand je pars faire une randonnée, puis que je me dis
aujourd'hui, je crée du contenu. Je suis capable de faire au moins 5 à 6 reels, puis que ça paraît pas là, que ça vient du même événement, tu sais, puis au moins 2 carousels, une vidéo YouTube, puis des threads en veux-tu, en v'là, là. Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je n'aurai jamais 150 000 abonnés personnellement, parce que je n'ai jamais passé cette barrière d'oser se mettre devant la caméra, en fait. Je respecte totalement. Moi, j'en suis incapable. Et après, il y a ce côté création de contenu où là, on va sur, comme tu l'as dit, ça prend des heures pour monter. C'est vrai qu'une vidéo, on pense qu'elle est belle, cette vidéo et tout. Il y a des outils aujourd'hui qui aident à produire du contenu, mais il faut quand même le monter, quoi. Et quand tu dis que c'était ta passion, que tu as fait ce choix-là et qu'à un moment donné, tu as laissé ton job pour te lancer dans la création de contenu, ma question, c'est qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers les contenus que tu proposes? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme pris dans la même tornade que moi j'étais, en fait, de me dire comme j'ai rien, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien qui me passionne. Tu sais, j'ai plein de gens qui m'ont écrit des messages aussi parce qu'ils sont pris dans la même sphère de faire la fête tout le temps, puis ça veut comme pas arrêter, puis ils n'ont pas de passion. Je pense que je veux rendre ça accessible, de se dire, hey, tu peux comme te réveiller puis changer ta vie au grand complet si tu veux. Tu sais, moi, il n'y a rien qui est pareil de ma vie. Puis j'aime ça. Je trouve que je rends ça accessible. Je trouve que je rends ça le fun. Puis je pense que j'inspire beaucoup de gens à juste se lancer, même s'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Oui, alors, et en plus, tu as sorti je crois qu'on peut télécharger un livre sur ta plateforme. Oui. Je crois que quand tu vas sur Insta, il y a un lien qui t'emmène sur une plateforme où tu peux télécharger un livre où tu expliques comment débuter le vélo. C'est ça, je crois, le thème? J'ai fait un guide complet, expliqué un peu comme si c'était un bon ami là, qui t'expliquait comment tout t'occuper quand tu veux commencer à faire du vélo. Donc, je prends tout de A à Z, comment moi, je l'ai appris. Puis, j'ai demandé à plein d'amis. Puis, il y a plein de gens qui m'ont aidé, en fait, à construire ce livre-là. Ça m'a pris tellement de temps, mais je suis vraiment contente du résultat. Donc, si quelqu'un veut commencer à faire du vélo, je pense que c'est un petit peu plus personnalisé puis le fun que d'aller acheter un livre directement qui va te dire des choses très pratiques, mais pas d'une façon amicale. Toi, c'est ton parcours. C'est comme ça que tu l'as vécu. Oui. Ah non, mais c'est intéressant. Je vous invite à aller sur la page Insta de Chloé, de télécharger le contenu. Et comme ça va vous donner une petite idée de son parcours. Et justement, ton parcours, Chloé, la longue distance. Pourquoi le 300 km sur Race Cross Québec? Explique-moi. Alors, c'était intéressant ce que tu disais parce que tu expliquais qu'en fait, au début, que tu faisais du vélo, tu le faisais sur 10 km. C'est-à-dire que tu faisais 10 km et puis tu voulais performer sur 10 km. Puis après, il y a eu ce 65 km où tu as expliqué ton parcours. Ça a fait un buzz de 2 millions de vues. Et là, 300 km. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui était mannequin il y a quelques années veut aller sur un 300 km? Qu'est-ce qui t'attire? Ben, c'est venu comme tranquillement. Déjà, quand j'ai fait mon premier 100 km, c'était en mai. Donc, ça fait pas longtemps. Là. Ouais. Donc, j'avais fait mon premier 100 km. Il y avait plein d'élévations. Je capotais. J'en ai parlé à tout le monde. Encore là, c'est événement pour appeler tout le monde puis dire que j'ai fait 100 km. Puis je me rappelle que je l'avais mis sur mon Instagram comme si c'était nonchalant. Puis j'étais vraiment fière. Là. J'étais comme, ah ouais, moi, je fais ça tout le temps, là, des 100 km. Là. Puis, bon, c'est 100 km, mais rien d'extraordinaire. Ben ouais, mais moi, à ce moment-là, pour moi, c'était extraordinaire. C'est blague, c'est sûr. Ma plus longue sortie, c'était mon 65 km sur Zwift qui avait fait 2 millions de views. Là. J'étais comme, attention, là, cachez vos femmes. J'arrive, là, puis... cachez vos femmes. Troisième expression, je retiens, cachez vos femmes. Puis là, c'est ça. Puis là, ça m'a vraiment donné la piqûre. Là. Je pense qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à vraiment là, tomber dans le cyclisme. Puis je commençais à demander aux gens. Puis là, il y avait un gars, à un moment donné, super étrange, qui a commencé à me parler sur Instagram. Puis il va trouver ça drôle parce qu'on est amis, mais de toute façon, il parle pas français. Là. Avec le temps, on est devenus amis. Puis il est venu à Montréal, puis il dit, écoute, je fais une course, je viens avec une autre de mes amies, qui est Elsa, d'ailleurs, que je pense que... Puis là, il me dit, ouais, je viens avec elle, on vient faire Race Across Québec. Je vois qui c'est. J'ai plus son prénom. Mike. C'est ça, exact. Puis là, c'est ça. Là, il m'écrit, puis il dit, tu sais, c'est cool, j'essaie de... Tu sais, je pense qu'il essayait de rencontrer des gens dans le cyclisme, puis peu importe, puis il voulait vraiment me présenter à Elsa, qui ensuite, Elsa m'a présenté à un groupe de femmes dans le cyclisme, puis bref, tout ça.
Là, moi, au début, j'étais comme, je sais pas de quoi il me parle. Là. Puis j'étais pas supposée être en ville. Puis là, ce matin-là, finalement, j'étais en ville. Puis je lui ai dit, oui, on peut aller se faire une petite sortie de vélo, tu sais, rapide, là, avant que je retourne à mes choses, tu sais. Puis là, les deux, le lendemain, en fait, ils allaient faire... La race cross. Ouais. Puis j'avais trouvé ça tellement cool, là. Puis je les avais suivis toute la journée. Puis on dirait que je respectais tellement ça. Puis c'est là que je me suis dit, ah, mais moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je peux faire ça. Puis ensuite, j'ai fait des trips de bikepacking. Puis là, je commençais à faire un petit peu plus de longue distance. C'est des 175, des 200 par jour. Puis j'étais comme, mais je suis capable. Si je veux, je peux faire un 300. Puis c'est ça. Quand tu dis, mais je suis capable, est-ce que tu en doutais? Non. Je te pose la question volontairement parce que le message que tu fais passer, je pense aussi à toutes les femmes qui font du vélo. Mm-hmm. Et on me pose souvent la question, moi, en tant qu'organisateur, combien est-ce qu'il y a de femmes sur votre circuit? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes sur les longues distances, et notamment la 1000 et la 2005? Et ma réponse est la suivante, c'est que oui, il y a de plus en plus de femmes sur notre circuit. L'année passée, sur l'ensemble de la série, il y a 400 femmes qui étaient inscrites. Mais on est sur un pourcentage, le Québec étant l'épreuve où il y a le plus de femmes sur le circuit. L'année passée, il y avait 26% de filles qui étaient inscrites, Wow. ce qui est énorme, sachant qu'en moyenne, tu vois, Race Cross France, on est à 15%, quand en Belgique, on est à 5%. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de filles, et je trouve que le message que tu fais passer est très positif. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu doutais? Est-ce que tu dis, ah, mais j'en suis capable, donc est-ce que tu avais un doute, ou est-ce que c'était juste une confirmation que tu étais capable d'aller au-delà? Je pense que j'avais juste besoin de me faire présenter cette opportunité-là sur un peu un plateau d'argent parce que, en fait, puis là, je veux pas mal sonner, mais j'ai vraiment l'impression que je suis capable de tout. Tu sais, quand je veux quelque chose, on dirait qu'il y a rien qui peut se mettre entre moi puis cette chose-là. Pourquoi je pourrais pas faire un 300 kilos? Si je m'entraîne pour, qu'est-ce qui va arriver? Non, mais c'est sûr. C'est sûr que je vais être capable. Puis après, le 300 kilos, il y a des bonnes chances que... On retrouve Chloé dans 3 ans sur le 2500, je vous le dis. Moi, je vais mettre le 300 kilos dans ma story comme si s'était rien passé. Là. Je vais être là, ouais, moi, des 300, je fais ça tout le temps. Puis là, alors, si tu nous fais 2 millions de vues sur Race Cross, j'ai fait 300 sur Race Cross, je sais que Guillaume qui nous regarde, il va être responsable communication, marketing, il va être comme un âne. Mais est-ce que tu te retournes parfois, Chloé, sur ton parcours? Est-ce que parfois, il t'arrive de te retourner et puis de te revoir à 15 ans quand cette personne vient te chercher en disant j'ai besoin d'un mannequin et ça sera toi? Est-ce que tu te retournes et que tu regardes le parcours que tu as réalisé? Non. Je pense que je suis contente de... T'es encore dans le présent et dans le futur? Oui, parce que si j'avais pas fait tout ça, même si c'était pas... c'est pas glorieux, là. Il y a beaucoup de phases là-dedans, ça fait dur. Là. Puis, mais j'avais besoin de toutes ces étapes-là pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Donc, moi, je suis contente avec tout ça. Parle-nous de maintenant on reviendra sur le vélo, sur la saison qui arrive, mais parle-nous de ton métier de créatrice de contenu. Ça, on en parlait tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps, mais quand tu dis que tu as beaucoup de vidéos en pipe et que tu communiques régulièrement, il y a l'image que l'on voit sur les réseaux et il y a tout le travail qu'il y a derrière. C'est quoi tout le travail qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la recherche du bon angle pour la photo? Est-ce que c'est pour la vidéo? Est-ce que c'est le traitement de l'image? Est-ce que c'est le montage? Si tu avais à m'expliquer ton métier, ou alors si tu avais expliqué ton métier à un enfant de 5 ans, pour qu'il comprenne bien justement, comment tu l'expliquerais? Alors déjà, la majorité de mon temps... Comment je m'organise, là, c'est qu'une journée, semaine, au minimum, je vais en randonnée, puis je me dis, je crée du contenu autour de ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une randonnée au minimum semaine. Mais j'essaie toujours d'en faire 2 parce que j'aime ça en avoir une autre où est-ce que je peux juste comme... en secours. Penser à rien. J'aime ça. Ah, d'accord, OK. Celle-là, je la garde en dehors de mon travail. Donc, j'essaie vraiment de c'est intéressant, ça. séparer souvent une journée de travail d'une journée plein air. Pour toi. Puis, Puis, je fais souvent pareil avec le vélo aussi. Donc, je vais faire une journée création de contenu avec le vélo, puis le reste du temps, je fais juste mon vélo de façon régulière. Tu sais, je vais poster des petites stories, je peux prendre des photos, mais rien qui demande toute ma tête, en fait, parce que ça reste que j'aime faire le vélo, j'aime faire de la randonnée, puis je veux que ça reste santé, tout ça. Je veux que ça reste mes passions, en fait, puis pas burn-out à cause que je mélange le travail puis je me fais pas d'horaire. Donc là, j'ai ces 2 journées-là où est-ce que vraiment je crée du contenu relié à ces sports-là. Puis, ça peut varier un peu, là, tu sais, c'est pas coulé dans le béton. Puis, ensuite,
Ben là, je fais des journées où est-ce que j'édite. T'sais. Donc, souvent, ça peut me prendre 1 à 2 jours pour éditer le contenu de ces 2 journées-là. Puis là, ça m'arrive aussi des fois que j'ai pas fait ma vidéo YouTube. Donc là, il faut que je me trouve un peu une idée à travers tout ça. Donc, ma vidéo YouTube, la filmer, puis l'éditer, ça va être comme une autre journée là, complète là, de 12 heures, là, dépendamment de qu'est-ce que je fais avec ça. Puis, je me garde toujours une journée pour... si j'ai des meetings, je suis représentée par une agence. Donc, si j'ai des meetings ou des trucs avec des clients, des trucs comme que je dois vraiment être présente, puis... donc, j'essaye souvent de mettre ça tout le vendredi où est-ce que je place mes rendez-vous. Quand tu dis que tu es représentée par une agence, ça veut dire que c'est le fait... Là, tu es représentée par une agence en tant que créatrice de contenu. Ouais. Est-ce que ça découle des 2 millions de vues? Est-ce que ça découle d'être suivi par 150 000 personnes? Est-ce que ça découle parce que c'est toi qui as poussé la porte en disant, voilà, moi, voilà ce que je veux faire, j'ai besoin d'être accompagné? Comment ça s'est fait? Parce que c'est un super plus d'être accompagné. Moi, ça l'a tout changé. J'ai été avec une première agence au début qui était venue vers moi, puis ça l'a comme pas cliqué du tout. Là. C'était plus, on faisait juste m'envoyer des emails, puis j'étais comme, OK, moi, j'avais besoin de me libérer la tête parce qu'on dirait que devoir m'occuper de tous ces emails-là qui rentrent constamment, puis il y en a que c'est super important, d'autres non, puis devoir répondre à tous ces gens-là, moi, je m'étais dit, mais c'est pas ça que j'aime de mon travail, là, devoir répondre à des gens, ça me stresse. Donc là, j'ai eu cette personne-là qui est arrivée. Puis, entre-temps, je gardais contact avec une agente que j'avais vraiment envie d'être représentée par elle, mais j'avais seulement 30 000 abonnés à l'époque. Puis, malheureusement, l'agence ne pouvait pas me prendre. Puis, à un moment donné, elle a comme changé d'agence. Maintenant, je suis représentée par Walls. Puis, on travaille ensemble. Ça fait... c'est très récent, là, ça fait comme 2 mois. Puis, ça va très, très bien. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il ne s'occupe pas juste de mes emails, il s'occupe de tout. Donc là, maintenant, ils sont comme, ben, ça te prendra un site Internet, on va travailler là-dessus. Tu n'as pas d'idée cette semaine, il n'y a pas de problème. On s'appelle, on peut comme brainstorm ensemble. Ouais, ils m'accompagnent dans absolument tout. Si j'ai des problèmes, c'est leur problème à eux aussi. Donc, je me sens super représentée, puis moins seule aussi parce que... T'es plus que représentée, là. T'es vraiment accompagnée, ouais, quoi. J'ai une équipe, puis je trouve ça vraiment le fun de me dire que, hey, je suis plus toute seule là-dedans. Si j'ai un problème... C'est plus juste mon problème. Là. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Puis c'est surtout si tu as des idées, même. Enfin, je veux dire, c'est cool d'avoir une équipe qui te dit si tu n'as pas d'idée, ben, on est là, on en parle et on trouve une solution ensemble. Oui. Puis aussi, tu sais, eux, ils travaillent là-dedans depuis tellement longtemps, la création de contenu, probablement depuis que ça existe. Donc, quand j'arrive avec des choses comme « Ah, j'aimerais ça qu'il y ait plus de femmes qui me suivent. » Tu sais, ça reste que le cycliste, c'est beaucoup d'hommes, mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de femmes qui me suivent. Ben, elle me dit, ben, il n'y a pas de problème. Selon les statistiques, c'est ça qui va attirer les femmes. Donc, il faudrait qu'on tente ton contenu un petit peu plus vers ça, puis on va travailler là-dessus. Puis je suis comme, ah, ben fantastique. Moi, génial. Je ne sais pas ça. Est-ce que ça a été pour toi réconfortant? Parce que quand tu me dis ça, moi, je repense à tes collègues ou les personnes qui, quand tu leur as dit il y a 8 mois, j'arrête, je vais faire de la création de contenu, ont ricané, ont rigolé, se sont moqués de toi. Donc, je pense à ces personnes-là quand tu me décris ton parcours. On les salue. Et ça doit être quand même vachement réconfortant. Est-ce que tu te sens... est-ce que ça a été un accélérateur pour toi ou est-ce que ça a libéré ta créativité, le fait de dire « Wow, maintenant c'est bon. J'ai pris la bonne décision, je suis dans la bonne direction, je suis là où sont mes pieds. » Ça, retiens cette expression. Okay. Je suis là où sont mes pieds. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et en même temps, je suis accompagné, donc je vais de l'avant. Est-ce que ça a été un soulagement pour toi? Ben oui et non, parce que moi, j'ai toujours cru en ce rêve-là là, depuis le début. Puis je me suis toujours dit, non, si ça marche pas, c'est parce que ma structure est pas bonne ou c'est parce que ça, c'est pas bon. Mais j'ai toujours cru que moi, j'ai ma destinée. Oui, t'as jamais douté. Non. Ouais. Moi, je suis convaincue là, que mon Instagram, c'est juste le début. Là. Je pense que ça va continuer d'expandre. Puis je rêve en grand. Là, c'est quoi ça. La suite alors? On accélère, hein, j'ai d'autres questions entre-temps, mais là, si je tire le fil de ce que tu dis, c'est quoi ta vision en fait de ce que tu fais aujourd'hui? Tu vois, moi, quand on me pose la question sur Race Across Series, ce qui se passe aujourd'hui, j'avais eu cette vision il y a 10 ans. Donc, on développe, enfin voilà. C'est quoi aujourd'hui, toi, ta vision de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu l'as écrit sur une page blanche? Est-ce que tu l'as en tête? Oui, ben c'est en tête, ça, c'est sûr, mais je veux vraiment être YouTuber. C'est vraiment ça que j'ai envie. Je veux grossir ma plateforme sur YouTube, donc je mets tous mes efforts là-dessus présentement. Ça paye pas tant que ça. Je parle comme les gens qui viennent. Tu sais, j'ai beaucoup d'abonnés, mais c'est dur de transmettre, en fait, les abonnés
qui aiment les D'une courtes plateforme à une vidéos autre. Ouais. à une autre, c'est d'aller voir mes vidéos YouTube, mais je pense que ça va valoir la peine. Beaucoup. Moi, je crois en ça. Avec mon équipe, justement, on travaille vraiment sur grossir mon YouTube. Donc, c'est la direction vers quoi je prends. Puis, je pense que je vais éclater sur cette plateforme-là. Génial. Moi, je trouve ça génial d'entendre ce parcours-là assumé, honnête. Je te le souhaite. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et quel regard tu portes sur le cyclisme féminin? Alors, parce que tu en as un petit peu parlé en disant, moi, j'aimerais être suivi par plus de femmes. Mm-hmm. Le cyclisme féminin, moi, c'est quelque chose qui me parle forcément parce que ma compagne, Céline, on se connaît depuis 15 ans, on a 2 enfants ensemble et Céline a créé la marque Wilma qui fait justement des produits qui a innové pour les femmes qui font du vélo et qui font du running également. Donc, ça me parle. Et quel regard, toi, tu as sur le cyclisme féminin? Moi, je vois ça comme une chose incroyable. Là. Je trouve qu'on l'a pas facile souvent. Puis je suis quelqu'un qui est dans une excellente position pour en parler, je crois, parce que j'ai constamment des messages un peu douteux par rapport à être une femme cycliste, mais Quand tu dis douteux, c'est-à-dire qu'on te dit non, en fait, c'est que du fait que c'est pas toi qui pédale ou. Oui, bien souvent, c'est ça. Comme ou même dans mes randonnées, c'est le cas. Elle n'a pas monté cette montagne-là pour vrai. Il y a quelqu'un qui est allé la déposer. Elle est allée là en hélicoptère. J'ai droit à toutes les choses ou même des affaires là, simples comme bonjour, là, que c'est. Tu sais que ta cadence, ça devrait être autour de 80. Comment tu prends ces remarques-là? Parce que créateur de contenu, c'est se mettre en avant, c'est faire du vidéo, mais il y a aussi tous les rageux c'est facile derrière un écran de balancer un scud, tu vois, c'est tellement facile. Comment toi, ça t'atteint? Déjà, est-ce que ça t'atteint? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu t'en occupes, mais pas du tout? Ou est-ce que c'est ton équipe qui filtre? Donc, mon équipe, elle filtre rien. On dirait qu'on laisse ça, on voit ça comme de l'engagement. Peu importe si c'est positif ou c'est négatif, ça reste que c'est de l'engagement. Mais ça me fait un peu rouler des yeux là, quand on me dit des affaires là, tellement logiques. Comme, je me rappelle, j'avais comme mon cas, j'étais toute mal pris avec ma tuque. Je faisais du vélo en Virginie, en Gravel, en plein milieu de nulle part. Là, puis là, j'avais mis mes lunettes toutes croches pendant une vidéo. Puis tous mes commentaires, c'était « Tu sais, tes lunettes, elles doivent aller par-dessus tes languettes. » Comme si j'étais comme née hier. Puis je suis comme « Mais je sais, tu sais, voyez la situation. » Puis tout le temps, comme à la seconde où je fais une petite chose de pas correcte, ben là, j'ai comme une quarantaine d'hommes là, dans mes commentaires qui m'expliquent comment bien faire la chose. Puis des fois, je suis comme... Jamais les femmes, c'est souvent les hommes qui te donnent les leçons. Jamais les femmes. Les femmes, elles me trouvent super. Elles ont rien à dire. Elles me trouvent merveilleuse. Tout ce que je fais, c'est fantastique. Puis je les adore. Puis il y a plein d'hommes aussi qui font pareil. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ça arrive souvent que, en fait, mes commentaires, c'est des hommes qui me disent comment faire du vélo. Ouais, on donne des leçons. Ouais. Ça me fait penser, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à... Il y a quelques années, je dirais, il y a 4-5 ans, j'étais invité à encadrer un groupe de filles et on devait monter le Mont Ventoux en France. Et donc, on fait l'ascension du Mont Ventoux, donc les plus rapides, et puis celles qui sont un peu plus lentes, mais toujours est-il que tout le monde arrive à monter le Mont Ventoux. Et puis, on est assis au sommet du Mont Ventoux, je suis assis avec les premières, on discute. Et là, il y a quelqu'un qui s'approche, un homme, bien évidemment, et qui regarde une femme qui était assise avec laquelle on discutait, c'était Anouk, si tu nous regardes, et il lui dit vous êtes vraiment monté en vélo? Elle lui fait oui. Vous êtes sûr, on vous a pas accompagné, on vous a pas déposé en voiture? Et le gars avait vraiment des doutes sur la capacité qu'elle avait eue à gravir le Mont Ventoux toute seule. Alors, des retours comme ça, des filles, on en a souvent, mais là, je l'ai vécu en direct et j'ai halluciné en fait que la personne vienne et en plus elle est vraiment venue de son plein gré, tu vois, on ne s'est pas croisé rien et elle mettre en doute le fait de dire non, vous êtes sûr, c'est vous qui êtes montée toute seule. Donc je peux parfaitement comprendre les remarques que tu as des hommes qui pensent donner des leçons aux femmes qui veulent se lancer dans le vélo. Et est-ce que tu fais partie de groupes ride à Montréal, de groupes féminins qui roulent ensemble? Comment est-ce que la communauté cycliste féminine à Montréal? J'en ai aucune idée. Et est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on te sollicite pour ça ou pas du tout? Pas du tout. Tu préfères rouler solo? J'aime rouler solo. J'aime avoir une personne ou deux avec moi. Puis j'essaie
de m'intégrer d'une certaine façon, mais des fois, on dirait que je trouve ça difficile parce que je suis comme un peu connue, tu sais, puis on dirait que commencer à m'incruster dans des groupes, on dirait que je trouve que j'ai comme pas rapport des fois parce que... Puis ça vient... Ouais, on dirait que souvent, je suis plus à l'aise, même en dehors de Montréal, de me joindre dans des activités que dans ma propre ville parce qu'on dirait que, ouais, on dirait que j'ai pas rapport. On dirait que j'arrive puis que je suis comme... C'est toi qui t'imposes, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non, mais on verra comment ça évolue par la suite avec justement ton objectif et le regard des autres. On a bien compris que le regard des autres, c'était pas du tout ton problème. Non. Non, mais ça, c'est une vraie qualité. C'est une vraie qualité. Il faut, tu sais, parce que j'ai l'air complètement malade mental. Là. Tu sais, souvent, je suis là avec ma caméra, je swing ça partout, je fais des transitions, tu sais, puis je suis tout seul en plein milieu de nulle part. Tu sais, si je croise quelqu'un, j'ai l'air folle. Là. Mais c'est vraiment vrai, tu sais. Puis des fois, on dirait que les gens, ils pensent pas à ça parce qu'ils me voient un peu. Mais là, justement, il y a 2 jours, je filmais un vlog. Je suis au gym, tout le monde me regarde croche, j'ai pas rapport, je suis là avec ma caméra. Ça fait des années que je suis pas rentrée dans un gym, puis là, je suis là, puis je filme mes exercices. On dirait que je fais n'importe quoi, tu sais, puis je me filme en plus. Les gens sont comme pas à l'aise avec ça, sont comme, voyons, toi, l'influenceuse, machin, là, qui se filme, tu sais, ces gens-là, ils me connaissent pas, là, on dirait que je suis là, puis je parle tout seul avec ma caméra. T'sais, non, mais c'est vrai, quand on n'est pas créateur de contenu, tu regardes ça, puis t'es comme, ouais, ça fait dur, tu sais. Non, mais c'est intéressant d'avoir ta vision, ton avis et toi, comment tu le vis de l'intérieur. Moi, tu vois, c'est un truc que c'est pas que je comprends pas, c'est que je ne le vis pas. Donc, je peux pas le comprendre parce que je l'ai jamais vécu, j'ai jamais osé. On m'a plusieurs fois sollicité en me disant, Arnaud, tu devrais. Et je n'ai jamais franchi le pas. C'est pour ça que je te posais volontairement la question pas de créer du contenu parce qu'effectivement, je trouve ça génial de pouvoir partager ce que tu vis. C'est intéressant et c'est de partager des émotions, de partager ce que tu vis, mais j'ai jamais réussi à franchir le pas de me mettre face caméra. D'ailleurs, tu regardes mon Instagram, qui a 350 000 followers. Non, c'est une blague. C'est une blague. J'en ai 10 000, voilà. Et en fait, à un moment donné, c'est pour ça aussi que je te posais la question, comment tu prends la remarque des autres ? C'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à communiquer un peu plus et j'ai eu une remarque. Le fameux style de remarque, c'est tellement facile d'être derrière son écran et de faire une remarque, de te balancer. Et ça m'a vachement atteint. Et je me souviens plus... en tout cas, ça m'a vachement atteint. Et je me suis mis à ne plus communiquer sur moi. Alors, les gens me disent, mais attends, comment tu fais ? Tu as un compte Insta, mais tu communiques pas sur toi, alors que c'est le but du rôle Insta. Ben non, en fait, tu vas sur mon Insta. Il y a principalement des images d'autres personnes. C'est sur mon Insta, mais c'est un rapport avec ce que je fais, les podcasts, des courses. Et j'ai jamais franchi le pas. Donc, c'est pour ça que je trouve ça. Et moi, je suis admiratif devant des personnes qui osent, tout en se disant, si j'ai 2 millions de vues, si j'ai 150 000 followers, on peut me faire une remarque. C'est pas grave, je le prends comme de l'engagement. Moi, je dis respect. Il faut. Puis non, mais je dis respect. Sur Instagram, en plus, les gens, ils sont très, très bonbons. Là. C'est facile. Les gens m'adorent. C'est une communauté très positive. Mais je suis sur d'autres plateformes comme Facebook, que je pense que j'ai comme 30 000 abonnés. Là. Je me suis mis sur Facebook il y a comme 2 mois. Là. Ça a comme explosé. Mais tous mes commentaires, c'est des gens qui parlent de m'agresser dans les bois, que je mérite de mourir. Puis je suis là, puis je parle de vélo. Là. Non, mais tu sais, c'est comme... Si je peux pas prendre ça personnel, c'est trop absurde. Sinon, tu sors plus, oui. Tu fais plus rien. Puis les commentaires que j'ai, c'est débile. Là. C'est des gens, ils sont fous dans la tête, puis ils veulent me tuer. Là. C'est comme, voyons, de quoi on parle? Là? Je suis là, puis je parle de ma randonnée en hiver. Là. Comme de quoi tu te mêles? Là? Non, mais c'était intéressant. C'est une petite parenthèse dans notre discussion et dans ton parcours. Mais voilà, c'était intéressant de pouvoir positionner ça aussi. J'aimerais que tu nous parles de ta préparation au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, Chloé, elle est suivie par un coach pour son activité sportive? Est-ce qu'elle fait elle-même ses programmes? Je te vois sourire, donc j'ai une petite idée de la réponse. Est-ce qu'elle fait elle-même ses programmes? Pour ceux qui te suivent sur Insta, on voit que tu fais beaucoup d'intérieur, mais tu es aussi encadré par Zwift et tu as un super vélo. Quelle est une semaine pour Chloé? Ça s'organise comment? Entre la création de contenu, l'entraînement, la rando, comment ça s'articule?
Donc, si je tombe pas sur la tête puis je pars pas faire un trip dans les Appalaches pour faire du vélo de gravel, ça va normalement. Là. Donc, je vais expliquer une semaine qui est normale, mais j'ai rarement des semaines normales. Bienvenue dans l'ultra. Bienvenue dans l'ultra. Donc, je suis un peu tout le temps en train de faire n'importe quoi à l'autre bout du monde. Puis, mais normalement, là, je viens de restructurer mon programme. Je fais 3 journées de 1 heure d'intervalle sur Zwift. Puis ces 3 journées-là, je fais aussi 1 heure en salle. Donc, c'est quand même déjà juste ça, c'est intense. Puis ensuite, là, j'ajoute une sortie intérieure de vélo de 3 heures. Puis je fais toujours une grosse randonnée aussi, donc un gros sommet là, dans les New York ou le Vermont. Et ça te fait, en moyenne, tu tournes à combien d'heures de sport par semaine? Alors, le renfort en salle, le Zwift, l'extérieur, les randos, parce que c'est une activité physique. Mais tu tournes à peu près à combien en moyenne? 15 heures, 15-20 heures. Ouais, donc c'est quand même... Ouais, donc tu es en bonne forme physique. Hein. Ouais, je fais aussi beaucoup de marches et du yoga là, que je n'inclus pas là-dedans, mais que je trouve que c'est bien pour garder tout ça en santé. Et en plus, la création de contenu qui prend beaucoup de temps. Ouais. Est-ce que tu as... Parce que quand on bosse de chez soi comme ça, c'est difficile parfois de trouver un rythme. Est-ce que tu te fixes 1 heure le matin? Est-ce que tu as une routine le matin? Est-ce que tu as une routine du soir pour déconnecter et arrêter? Parce que sinon, il y a toujours un truc à faire. Comment tu t'organises pour être cadré à ce niveau-là? Donc, déjà, je me réveille toujours entre 6 et 7 heures le matin, dépendamment de qu'est-ce que j'ai fait la veille. Si j'ai besoin de me reposer, mais je me repose. Puis, j'essaie d'aller faire un entraînement avant mes pauses. Donc, mes pauses, c'est sur toutes les plateformes, puis c'est là que j'interagis. Ça, je fais ça pendant 1 heure par jour, de 9 h à 10 h. Tous les jours? Tous les jours, 7 jours semaine, de 9 h à 10 h. Je suis sur mon téléphone en train de répondre à des commentaires, poster sur toutes mes plateformes, puis j'interagis. C'est ton métier. Oui, exactement. Ouais. Donc là, après ça, souvent, c'est là que je vais faire mon second training. Donc souvent, c'est là que j'ai ma sortie de vélo intérieur. Puis ensuite, là, je prends ma douche, je lunch, ça, c'est fini. Puis là, je vais travailler souvent à ce moment-là. Donc, c'est là que j'édite, j'essaie de trouver mes idées. Je fais tout ça dans ces heures-là. Est-ce que ça veut dire que tu as détecté que tu étais plus créative en début d'après-midi? Parce que tu sais, tu as des gens qui se sentent plus créatifs le matin, le soir, la nuit. Parfois, certains aiment travailler la nuit. Toi, tu t'es organisé le programme que tu nous décris, c'est parce que tu as détecté que le matin, tu étais plus efficace, plus réactif, plus inspiré dans les réponses aux commentaires. Et en début d'après-midi, c'était le bon moment pour toi pour te poser. Ouais. Donc, tu le fais évoluer en fonction de tes envies. On dirait que je peux pas être assis sur une chaise si j'ai pas bougé comme tout mon matin. Donc, c'est pour ça que je bouge beaucoup le matin. Là, ensuite, je travaille. Puis, je travaille jusqu'à temps que... jusqu'à comme 8-9 heures, souvent. Puis là, je vais dans la douche, puis je vais dans mon lit. Puis dans mon lit, là, il n'y a pas de... Il y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Souvent, c'est là que je lis un livre, j'écoute une émission, puis je fais ça pendant 1 heure ou 2, juste à temps que je sente que la fatigue me prend, puis je m'endors, puis on recommence. Et tu fais ça 7 jours sur 7? Ou tu te dis le week-end, c'est pour moi, et je n'ai pas de routine ces jours-là, je me laisse porter par le temps, la météo, les rencontres, les envies? Ça, c'est environ 3 à 4 jours semaine que je fais ça. Parce que j'ai toujours, comme sinon, une journée randonnée, 1 à 2 journées randonnées, puis j'essaie de me donner au moins une journée complètement off. Off, ouais. Ben, j'ai pas le choix d'interagir de 9 h à 10 h, mais en dehors de tout ça, complètement off. Ah, c'est marrant ce que tu dis, j'ai pas le choix d'interagir. Ben, c'est comme... faut que je publie à tous les jours. Tu sais, ça fait partie de mon métier. Je peux, non, mais c'est pas un jugement. Ouais, hein, c'est ça. Comprendre, ça fait partie de mon travail. Puis moi, je trouve que c'est un très petit sacrifice pour avoir la vie que j'ai. Est-ce que t'as en partie répondu dans la conclusion de ce que tu viens de dire à la question que j'allais te poser, c'est est-ce que c'est l'agence qui t'accompagne est-ce qu'elle, je ne sais pas si on peut dire t'impose, parce que ça a l'air d'être une agence qui t'accompagne parfaitement bien, mais est-ce qu'elle t'a quand même conseillé une organisation? Est-ce qu'elle t'impose une organisation? Est-ce qu'elle t'impose de répondre tous les jours de 9 h à 10 h à ta communauté? Ou est-ce que c'est toi qui gères ton truc et elle est là vraiment uniquement en soutien? C'est moi qui gère tout. Eux-mêmes, ils me trouvent... Eux gèrent les mails. Ça c'est top. Ils gèrent les emails, puis c'est ça. C'est très...
J'ai bien aimé, si j'ai un problème, c'est leur problème. Ouais. Ah, ça, j'adore. Non, mais moi, si on peut m'en enlever sur les épaules, là, des fois, c'est ça, on se sent vraiment toute seule dans ce métier-là, mais c'est moi qui s'impose tout ça. Puis même eux, là, ils trouvent que je suis vraiment structurée, là, puis des fois, je suis un peu trop sérieuse, là, quasiment avec ça. Là, Est-ce que tu échanges avec les autres youtubeurs ou les autres créateurs de contenu montréalais, montréalaises ou même québécois et québécoises? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font? Est-ce que tu regardes ce que font les autres dans le sport ou ailleurs? Mais comment ça se passe au niveau de la communauté? Alors, moi, je parle avec tout le monde, mais vraiment, je suis envahissante. Là. J'écris aux gens, puis je suis comme, on s'en va en randonnée, là, on fait des trucs ensemble, trop cool ton contenu, tu devrais faire ça. Hey, t'as-tu eu cette idée-là? Puis je suis tout le temps en train d'aller parler aux autres créateurs. Puis souvent, on dirait qu'on se sent tout mieux après avoir comme parlé avec d'autres créateurs, puis on se rend compte qu'on est... Ils ne sont pas seuls, ils sont moins seuls. Ouais, on est... Ouais. On est tous dans le même problème, on vit toute la même chose, puis je trouve que ça a renforcé, en fait, de s'entraider. Tu sais, souvent, j'ai suggéré récemment à une fille, puis elle a une communauté plus grosse que moi, puis elle me trouvait tellement créative, puis que mon engagement était vraiment fort. Puis j'ai commencé à lui donner des idées, puis justement, elle m'a dit « Hey, merci, toutes les idées que tu m'as données, c'est tombé comme dans mes meilleurs engagements dans la dernière année. Merci. » Tu sais, on dirait que des fois, juste parler avec quelqu'un d'autre, moi, j'ai la chance d'avoir mon équipe qui me donne des fois des... Puis ça peut être des toutes petites idées, mais souvent, je ne consomme aucun contenu. Sauf YouTube, mais je consomme pas le contenu de d'autres personnes sur Instagram ou Ça sur veut dire TikTok. quoi? Excuse-moi, mais ça veut dire quoi, consumer? Je scrolle pas. Je ok, regarde d'accord. rien. OK. Ouais. Ah, Donc- ça veut dire que tu es vraiment sur les réseaux pour répondre à ta communauté, mais tu vas pas regarder ce que font les autres. Je trouve que ça brise ma créativité. Ouais, On ouais, non, dirait mais que je ça peux comprendre. l'infecte. Puis Ouais. après ça, j'ai comme envie de faire comme tout le monde. Puis mon cerveau créatif fonctionne pas de la même C'est manière. intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et qu'a dit ton équipe quand tu leur as dit « je vais faire un 300 km à vélo » Est-ce qu'ils t'ont dit oh, « c'est génial, on va faire du contenu de dingue » ou ils t'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette histoire ?» Ben, ils sont pas à 100% dans le vélo, donc ils ont trouvé ça vraiment intense, là. Ils étaient comme, OK, est-ce que les gens, ils font ça en général? Puis là, tu sais, Qui fait ça? Qui fait 300 km à vélo? Mais ils m'encouragent là-dedans. Puis là, justement, mon agente, elle est tellement le fun. On la salue pas, elle parle juste anglais, mais elle trouve ça tellement le fun. Puis justement, elle était comme, il faut qu'on trouve des sponsors. Là, elle essaie de travailler là-dessus. Puis là, en même temps, moi, les compagnies, elles veulent rien savoir là, pour mon sponsor. Puis je sais pas si c'est parce que je suis une femme, je sais pas si c'est parce que je suis dans la création de contenu, mais ça les attire pas du tout. Là. Même souvent, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je pense qu'il y a toujours une histoire je pense qu'il y a une histoire de légitimité. C'est une fille, 300 km, elle est créatrice de contenu. Je pense peut-être qu'il y a un storytelling à avoir sur l'authenticité de pourquoi tu vas faire le 300 km. D'ailleurs, si je te pose la question, à quoi tu t'attends sur ce 300 km? Qu'est-ce que tu t'attends à vivre comme émotion? Parce que 300 km, c'est plus que 65 sur Zwift, c'est plus que le 10 km sur la piste cyclable. On va être sur de nombreuses heures d'effort. Comment tu l'imagines? Je te reposerai la question une fois que tu auras franchi la ligne d'arrivée, parce que je n'ai pas de doute sur le fait que tu y arrives, mais comment tu l'imagines, ce 300 km? Je pense que je peux comparer ça à quand je vais dans les montagnes faire des randonnées de comme 13, 14, 15, 16 heures toute seule, tu sais, puis je suis vraiment seule dans l'endurance à monter des montagnes, puis je fais ça comme je suis dans ma tête, puis je deviens tellement au bout de ma vie, mais on dirait que c'est un feeling que j'adore, que je chéris énormément, puis j'aime me mettre dans des situations où est-ce que je suis au bout de ma vie. Là. Vraiment, là, il faut que ça finisse là, parce que je suis plus capable. Puis je pense que ça va m'apporter ça. Mais c'est un peu qu'est-ce que je cherche, en fait. Puis on dirait que j'ai hâte de le vivre, là, de me dire, là, comme, puis là, tu commences à tout penser à qu'est-ce que tu vas faire quand ça va être fini, là, comme quand tu vas pouvoir t'asseoir, là, puis là, tu vas pouvoir manger quelque chose, puis là, tu as l'estomac, tu l'as à l'envers, puis il n'y a rien qui va, puis comme, tu as l'impression que tu vas être malade, là. On dirait que je suis énormément attachée à ce feeling-là, pas quand que je le vis, mais on dirait que j'aime ça, puis je le sais que ça va me procurer ça, je le sais que quand que je vais le faire, je vais être là, pourquoi je me suis inscrite dans ça, c'est terrible, mais je sais que quand ça va être fini, je vais tout de suite avoir envie de signer quelque chose d'autre. Alors, on a des plans pour toi. Hein. Si tu veux, il y a d'autres distances. Mais
comment tu gères tes émotions? Parce que tu sais, dans l'ultra-distance, et notamment sur un 300 km, quand c'est une première expérience, tu vas vivre des émotions assez particulières, de rouler en coucher du soleil, de rouler probablement la nuit. Et donc, il y a des émotions qui sont différentes. Comment tu imagines vivre ça et comment tu as l'habitude de gérer tes émotions? Je gère mes émotions très, très bien. Je suis... merci au fait d'avoir été serveuse pendant autant d'années. C'est tellement de pression. Tu es dans le jus tout le temps. Il y a comme... C'est la chose que j'ai fait dans ma vie où est-ce qu'il y a le plus de pression. Là. Puis ça peut être très désagréable. Ton équipe va probablement t'insulter. Tu te fais insulter par le chef, par tes coéquipiers, par le client. Puis tout le monde veut tout en même temps, puis tu n'y arrives pas. Puis si tu commences à paniquer, t'es faite. Là, tu te fais ramasser. T'es faite. Fait que toutes mes années de serveuse, en fait, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Il n'y a rien qui peut me déstabiliser. Puis ça, je le dis vraiment, là, comme pas à la légère, je le sais. Non, mais je trouve que c'est vachement inspirant le parcours que tu décris. Et moi, j'ai vraiment hâte que tu termines ce 300 km parce que quand on va communiquer sur ton parcours, sur ton histoire, qu'on va expliquer que cette fille, elle était mannequin, elle a été à Los Angeles et puis finalement, elle s'est dit non, c'est pas ma vie en fait, c'est pas comme ça que je vois l'avenir. On t'a proposé d'aller en Chine pour faire du mannequinat, t'as dit non, c'est pas comme ça que je vois ma vie. T'es revenu à Montréal, t'es reparti de zéro. Il y a eu des chapitres de vie qui sont plus ou moins recommandables, mais c'est ta vie, voilà, c'est comme ça. On a tous un parcours de vie qui est différent et on prend les décisions. Toi, les décisions, tu les as prises. Tu as marché dans Montréal, puis après, tu as marché en dehors de Montréal. Et puis, tu te challenges, tu crées du contenu, tu te mets en avant. Le retour des autres ne te pose aucun problème parce que tu sais ce que tu veux. Et tu te lances sur un 300 km. Il y a encore des gens qui vont probablement te dire non, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Franchement, je trouve ton parcours hyper inspirant. Il y a beaucoup de filles, je pense, qui devraient s'en inspirer. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. En fait, j'aurais presque une seule question à poser en début d'épisode, c'est raconte-moi ta vie. Tu vois, raconte-moi ta vie. Comme tu viens de le faire en toute sincérité, je te remercie parce que c'est vachement intéressant entre suivre une personne sur les réseaux et on se fait décider. Et rencontrer une personne pendant peut-être 1 heure ou 45 minutes ou 1h15 qu'on discute, et de comprendre en fait le fil conducteur de la personnalité et avec quelle authenticité tu peux faire ça. Donc moi, j'ai vraiment hâte que tu te lances sur ce 300 km et surtout que tu le termines parce que ça va permettre je pense qu'il faut absolument que tu le communiques, ça. Il faut vraiment que tu communiques parce que tu as de la visibilité. Enfin, 150 000 personnes qui te suivent au moment où on parle, donc probablement plus de 200 000 au mois d'août. Et je trouve qu'à travers ton parcours, tu peux inspirer d'autres personnes. Déjà, ça, est-ce que tu as conscience de ça ou pas du tout? Oui. Sur le côté, j'inspire d'autres personnes. Je dirais que oui, mais à chaque fois qu'on me le remet au visage ou que je reçois des beaux messages, comme il y a des gens pour qui j'ai quasiment changé leur vie tellement qu'ils se sont identifiés à mon parcours. Puis on dirait que ça me choque à chaque fois. Moi, dans ma tête, je suis là, puis je trouve tellement que je suis imparfaite. Là. Comme j'ai pas juste des qualités. Là. J'ai eu un parcours difficile. J'en ai des trucs de quoi je suis pas fière. J'ai des trucs de quoi je suis fière. Puis au jour le jour, on dirait tellement que ça marche pas, mes affaires. T'sais, comme des fois, on dirait que c'est frustrant. Je suis comme, au fond, qu'est-ce que je fous? Là? J'ai 28 ans. Je fais des vidéos de où est-ce que je donne des coups de pied sur des reels, puis que je saute partout, puis je suis comme, voyons donc. T'sais, on dirait que je trouve des fois que c'est tellement niaiseux, puis que tout ce que je fais, c'est stupide. Puis là, je reçois un beau message de quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai arrêté l'alcool à cause de toi, puis je commence le vélo. » Grâce à toi. Ouais, je suis comme, mais c'est fou, c'est complètement fou. Je comprends, mais là-dessus, je suis pas du tout surprise. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi des fois avec ma vie, puis que tout ça, c'est éphémère, puis que c'est un peu stupide, puis je suis là, puis je peux aider, même si j'aide juste une personne, je trouve ça fou. Non, je suis pas surpris. Hein. C'est vraiment, et quand j'écoute ton parcours, et j'espère qu'il y a de nombreuses personnes qui te suivent sur Instagram qui écouteront cet épisode, que ce soit en France, en Belgique, mais en tout cas les francophones, ou qu'ils soient dans le monde, qui écoutent ton parcours.
Et je pense que tu devrais... enfin, je n'ai pas de conseil à te donner. Hein, je ne vais pas te dire que tu devrais encore plus communiquer, mais je ne suis pas surpris, en tout cas, qu'il y ait des femmes qui se disent un jour, j'ai entendu un podcast où j'ai vu Chloé qui a expliqué ça. Je me suis reconnu et je me suis lancé, moi aussi, dans la longue distance. Et j'ai fait une longue distance et j'ai réussi. Et c'est grâce à elle. Franchement, je ne serais pas surpris du tout. Donc, en tout cas, c'est un beau message que tu vas faire passer. Et tu as en plus Elsa, avec qui tu es connecté avec Elsa, qui elle, a l'expérience, qui saura te dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, les moments difficiles. Elsa, elle saura t'accompagner. Quel va être ton programme, Chloé, du moment où on se parle jusqu'à août 2026 pour cette 300 km? Est-ce que comment tu... Donc j'imagine que tu n'as pas de coach. Non. C'est toi qui fais ton programme. Hein. Je ne sais pas si on a répondu à la question tout à l'heure, mais j'en ai déduit ça par ton regard. Voilà, c'est comment tu comptes te préparer pour ce 300 jusqu'au mois d'août? Est-ce que tu vas établir un programme ou est-ce que tu vas te laisser porter par l'atmosphère ambiante? Je pense avoir comme un programme. Là. C'est sûr que Ça veut dire quoi? Je pense comme avoir un programme. Ça veut dire j'en ai pas ou ça veut dire oui, je vais en avoir un? Ça veut dire oui, mais j'ai toujours été... J'adore me laisser comme des zones grises, comme un peu dans la création de contenu. Je suis comme, OK, cette journée-là, je crée du contenu, mais cette journée-là, je fais la même chose, mais je crée pas de contenu. Mais je pense que mon programme de vélo, ça va être un peu autour de ça aussi. Par exemple, 3 jours, là, je suis mon programme vraiment sérieux, puis 2 autres jours, là, je fais un peu n'importe quoi, puis je m'amuse, tu sais. Puis je pense que ça a comme toujours été mon mindset dans tout, donc je pense garder ça. Mais c'est sûr que j'ai quelques autres courses aussi avant, plus sur le gravel, puis c'est pas des longues distances, là, mais je pense que ça déjà, tu sais, ça va me garder allumée, puis aussi comprendre un peu c'est quoi une course. Là. Moi, j'ai jamais coursé, là, fait que je pense que ça va m'aider. Tu sais, pour moi, ma course importante, là, c'est vraiment celle-là avec Race Across à la fin, en août. Que c'est ma sérieuse. Là. C'est elle que je veux cocher cette case. Je veux être bonne. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça faire un 300 kilos avant de faire un 300 kilos. Ouais, mais c'est bien. En plus, tu as le temps. Alors, même si tu fais qu'un 200, tu verras après. En tout cas, ça va te permettre d'avoir des repères sur la douleur, comment ton corps réagit au bout de 100 bornes, comment tu gères l'alimentation. C'est très important. On voit beaucoup de personnes qui découvrent l'ultra qui font des erreurs d'alimentation. Et c'est aussi là, je pense que tu peux faire passer des messages, tout comme le livre que tu as écrit sur les premiers pas dans le vélo, comment débuter dans le vélo. Peut-être que tu as des trucs à faire parce qu'on a tellement de questions, nous, sur comment s'alimenter, comment s'équiper, comment mettre ses sacoches. Donc, je pense que tu peux vraiment faire des messages par rapport à la communauté que tu as réussi à réunir. On arrive sur la fin de l'épisode, Chloé. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas couverts ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu voudrais parler? Non, je pense pas. On a fait le tour? Oui, je pense qu'on a bien fait le tour. En tout cas, je pense qu'on a vraiment compris, en tout cas, ton parcours, qui tu étais, pourquoi tu faisais ce que tu fais aujourd'hui, comment tu le faisais, dans quel objectif. Et tout ça a été très, très clair. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour ta sincérité, pour le temps que tu as consacré. Puis j'ai hâte de te retrouver sur Race Across Québec au départ de ce 300 km. Et puis, comme tout à l'heure, on va se quitter. On va déguster les rolls de chez Daddy Roll et de mon ami Loïc. Et en tout cas, un grand merci, Chloé. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. Merci.